Bonjour à tous, Julien Leroy, je suis infirmier de recherche en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Louis et je remercie la CCI de m'avoir invité à vous parler dans cette salle tout à fait conviviale d'un sujet qui me tient à cœur, la VNI et notamment de son initiation. J'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, on va déjà commencer par définir la VNI. Donc, c'est une technique qui va réunir toutes les méthodes d'assistance ventilatoire non invasive, c'est-à-dire n'ayant pas recours à l'abord endotrachéal. Pour la petite histoire, finalement, la ventilation mécanique débute par de la VNI, avec ce qu'on appelait notamment les poumons d'acier, que vous voyez sur cette photo, qui ont connu leur apogée dans les années 50 avec les épidémies de polio. Les premiers essais sur la VNI en pression positive, eh bien, c'est en 64 avec le professeur Sadoul et son équipe à Nancy. Finalement, elles seront vraiment utilisées chez le patient dans les années 80, chez les patients présentant une pathologie neuromusculaire. Et puis, c'est au début des années 90 qu'on observe l'essor de la VNI dans les réanimations. Alors, une VNI bien utilisée, c'est déjà une VNI posée dans les bonnes conditions, et pour ça, rien de tel pour mettre tout le monde d'accord qu'une conférence de consensus. Ce que nous dit donc la conférence de consensus d'octobre 2006, c'est que le succès de la mise en œuvre de la VNI va imposer surtout le respect de ses contre-indications, et j'en retiendrai principalement deux, qui sont l'environnement inadapté, l'expertise insuffisante de l'équipe, et le patient qui va être non coopérant, agité ou opposant à la technique. Il y en a évidemment d'autres, tels que le vomissement incoercible, les traumatismes crânio-facial, qui semblent effectivement évidents pour contre-indiquer la technique. Maintenant qu'on a vu les contre-indications, il y a aussi des indications, et je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que les deux principales indications de la VNI vont être la décompensation de la BPCO et l'OEP cardiogénique, qu'on va aussi potentiellement l'utiliser dans d'autres indications, notamment la stratégie de sevrage de la ventilation invasive chez le BPCO, en post-extubation, et essentiel de ces indications. Maintenant qu'on a posé les indications et les contre-indications, eh bien, il va falloir choisir du matériel pour pouvoir effectuer la technique dans de bonnes conditions. Et cela va passer évidemment par le choix de l'interface, qui est un cahier des charges assez lourd, puisqu'il doit assurer la meilleure étanchéité possible, assurer un meilleur confort possible, limiter les complications, posséder un espace mort le plus faible possible, et puis avoir une mise en place et un retrait facile. Toujours selon la conférence de consensus de 2006, les interfaces vont donc jouer un rôle majeur pour la tolérance et l'efficacité de la technique, et il est recommandé qu'elles soient disponibles en plusieurs tailles, plusieurs modèles, avec le masque bucco-nasal qui va être recommandé en première intention. Alors pourquoi le masque facial ou bucco-nasal va être utilisé en première intention? Notamment parce qu'il va limiter le problème de fuite. Et Carlucci nous disait en 2001 que finalement le masque facial est utilisé à la phase initiale dans 90% des cas. Le professeur Lair nous explique que c'est aussi dû au fait que la grande majorité des patients en détresse respiratoire vont respirer préférentiellement par la bouche, et que ça va donc entraîner des fuites buccales notables. On conclut donc en disant que le masque facial, c'est vraiment l'interface pour débuter la VNI dans l'insuffisance respiratoire aiguë qui va être privilégiée pour notamment l'efficacité ventilatoire qui reste la priorité dans ce cadre. Alors, dans les études qui vont comparer les différentes interfaces, il y a peu de données pour privilégier une interface plus qu'une autre. Et Scala, dans une étude récente qu'il a publiée en 2020, nous dit que potentiellement l'alternance des différents types d'interfaces peut être une excellente stratégie pour notamment limiter les complications cutanées et améliorer la tolérance des patients à la technique. Enfin, je vous parlerai de deux petites études qui sont de publications très récentes, 2016 pour la première et 2020 pour la deuxième, dans lequel ils comparent le helmet avec le masque facial.
et ils retrouvent des résultats qui pourraient, en tout cas, donner envie de passer à l'allumette à l'avenir. Il nous faudra des études de plus grande ampleur pour trancher. Alors on a notre interface, plutôt le masque facial, donc, et ensuite il va nous falloir un ventilateur et un mode ventilatoire. C'est une compétence médicale, donc je n'insisterai pas très longuement là-dessus. Sachez juste qu'il y a donc 3 types de ventilateurs qui peuvent nous permettre de faire la VNI, ce qu'on va appeler les ventilateurs de domicile, les ventilateurs lourds de réanimation, et les intermédiaires qui vont être dédiés à la VNI. En ce qui concerne le mode ventilatoire, eh bien c'est la VSAI qui va être utilisée dans la majorité des cas, mais la VAC peut aussi être une option si elle est tolérée par le malade. On pense notamment au patient qui est dans le coma hypercapnique. En termes d'humidification des gaz, il n'y a pas de recommandation formelle à l'heure actuelle, ni sur humidification versus pas d'humidification, ni sur le mode d'humidification à choisir, soit le filtre échangeur d'humidité ou de chaleur ou l'humidificateur chauffant. Et donc, ce qu'on pourrait recommander finalement, c'est peut-être de monitorer en fonction de l'inconfort du patient la technique et de lui proposer un type d'humidification selon le besoin et selon l'indication. Jabert, en 2002, nous rappelle tout de même qu'il faut faire attention avec les filtres humidificateurs qui, de par l'augmentation de l'espace mort, ont tendance à diminuer l'efficacité de la VNI. Alors, je vais vous parler maintenant un peu de la phase d'initiation de la VNI à proprement parler. Et puis, ce qui ressort dans les études, c'est qu'il y a une charge de travail qui est vraiment plus lourde pour sa mise en route. Plante, dans le Lancet en 2000, qui avait étudié donc, la prise en charge de patients BPCO avec une prise en charge standard versus une prise en charge en ventilation non invasive, remarquait qu'il y avait une différence significative dans la charge de travail des infirmières, notamment pendant les 24 premières heures, et que cette charge de travail se lissait vraiment sur le temps. Quelques recommandations empiriques, je dirais qu'il faut surtout ne pas fixer le masque sans l'accord du malade, qu'il faut vraiment prendre le temps de lui expliquer la technique, de le rassurer, de l'encourager, et puis aussi potentiellement lui proposer de quoi faire passer le temps des séances plus rapidement. Les familles, la télé ou l'hypnose pourraient être des solutions. Une fois le masque posé, il faut aussi insister, j'insisterai lourdement là-dessus, mais sur le besoin d'évaluer la ventilation du patient, avec des questions qui peuvent être assez simples. Est-ce que vous recevez trop ou pas assez d'air? Est-ce que l'air arrive assez vite? Est-ce que vos efforts inspiratoires sont récompensés? Ou est-ce que vous avez suffisamment de temps pour expirer? Ces questions-là, qui sont rarement posées par les médecins, peuvent vraiment leur permettre de peaufiner les réglages du ventilateur de manière à avoir une synchronisation optimale entre le patient et le ventilateur. Par une petite déformation professionnelle, je ferais bien un petit sondage. Qui parmi vous dans la salle ont déjà essayé la VNI? Excuse-moi, est-ce qu'il serait possible de baisser un petit peu la lumière? Parce qu'en fait, nous, ici, on ne voit pas les gens dans le public. J'ai l'impression de faire Bercy. S'il vous plaît. Les spots, merci. Merci. Comment? Super. Et vous êtes quand même assez nombreux, quoi. Alors peut-être que c'est la thématique qui fait que vous êtes assez nombreux à avoir déjà essayé. Je ne sais pas si vous êtes très habitués à lire des articles, mais si ce n'est pas le cas, je vous recommande vraiment cet article de Schmitt qui est sorti dans l'anesthésiologie en 2016, où en fait il a proposé un questionnaire donc soit aux médecins, soit aux infirmières, soit aux patients, soit aux familles, et on voit des différences assez notables dans les réponses. Alors la première question, ça va être est-ce que pour vous la VNI est un traitement efficace? Et on voit que pour les soignants, c'est largement oui, mais que ça l'est beaucoup moins pour les familles. Est-ce que la VNI est un traitement agréable? C'est plutôt oui pour les médecins et les patients, et plutôt non pour les familles et les infirmières. Est-ce que la VNI est un soin traumatique? C'est plutôt oui pour les soignants et plutôt non pour les patients et les familles. Quatrième question, qui est une des questions, des réponses qui m'a le plus bluffé, c'est donc ils ont demandé est-ce que vous avez suffisamment donné d'explications aux soignants sur les conséquences d'un échec de la VNI et aux patients et aux familles. Est-ce que vous avez reçu suffisamment d'explications? Et on voit qu'il y a une différence extrêmement notable entre ces réponses.
Et puis la dernière question aussi, je voulais un peu revenir là-dessus, c'est ils ont demandé aux infirmières si elles avaient regretté d'avoir administré de la VNI, et aux médecins et aux patients et aux familles, s'ils avaient regretté d'avoir reçu de la VNI. On voit clairement que pour les médecins, les patients et les familles, ce n'est pas le cas, mais par contre, pour les infirmières, c'est un peu moins vrai. Bref, moi je vous recommande vraiment d'essayer pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que personnellement, ça a vraiment transformé ma façon de poser des VNI. Et qu'on voit dans cette étude toujours que seulement 56% des médecins et 32% des infirmières ont déjà essayé cette technique sur eux-mêmes. Bref, l'initiation de la ventilation, je dirais qu'il faudrait surtout, il y a une nécessité absolue d'avoir un environnement qui est calme, et d'expliquer, de rassurer et d'encourager le patient. Comment parler de VNI sans parler de gestion des fuites? Pourquoi? Parce que déjà, c'est inconfortable pour le malade, et ce qu'on sait de l'inconfort, c'est que ça va vraiment être cause d'échec de la technique. Dans cette revue de littérature, on voit qu'il y a jusqu'à entre 12 à 33% d'échecs qui vont être liés à l'inconfort. Aussi parce que c'est source majeure d'insynchronie et d'hypoventilation alvéolaire. Clairement, les fuites sont associées de manière significative avec le nombre de respirations inefficaces. Tout ça induit donc un risque d'échec de la technique. Et Carlucci, en 2001, nous disait que, en comparant donc des patients qui présentaient des fuites mineures et des patients qui présentaient de larges fuites, il y avait une vraie différence significative dans le ratio succès-échec de la technique. Maintenant qu'on sait que les fuites, c'est pas bien, mais ça, je pense que je vous apprenais rien, comment les détecter? Alors, le plus courant, c'est qu'on va souvent les détecter cliniquement, avec des fuites qui peuvent être audibles dans les cas les plus graves, et puis on va souvent aussi passer les mains autour du masque. Personnellement, c'est une technique que j'utilise très peu. Je me réfère plutôt aux données du ventilateur, avec notamment le VTI versus le VTE, qui va être la meilleure, pour moi, technique pour détecter les fuites. Il y a des respirateurs qui peuvent aussi vous donner le pourcentage de fuite ou le VM fuite. Et puis aussi, on peut les repérer avec des asynchronies, notamment celle de temps inspiratoire prolongé, que vous voyez ici sur cette courbe tout à fait artisanale, dont je suis pas peu fier, pour lequel on voit que le temps inspiratoire va être prolongé. Un respirateur, c'est un peu pas très futé, on va dire, et donc on lui dit telle consigne de pression, et tant qu'il n'a pas atteint cette consigne de pression, eh bien, il va continuer de souffler, même si le patient est sur un temps expiratoire. C'est ce qu'on voit ici, hein, où le chiffre du VTI, donc le volume courant inspiratoire, est très différent du VTE, le volume courant expiratoire, et donc on peut conclure ici qu'il y a des fuites notables. Il n'y a pas de recommandation quant au pourcentage de fuite à obtenir, hein, si ce n'est le plus bas possible. De manière arbitraire, j'ai tendance à dire qu'au-delà de 10%, il faut essayer d'améliorer les choses, et au-delà de 20%, il faut vraiment intervenir. Alors maintenant qu'on sait qu'il ne faut pas de fuite, maintenant qu'on sait comment les détecter, on va essayer de comprendre comment les limiter. Pour ce faire, il faut vraiment essayer d'optimiser l'interface, c'est-à-dire repositionner le masque, voire changer de taille ou de type de masque, raser les patients barbus s'ils sont OK avec ça, parce que c'est effectivement un gros problème pour la technique de la VNI, éviter les sondes nasogastriques si possible, utiliser les pansements hydrocolloïdes aussi, hein, ça peut, pour combler les trous, entre guillemets, si je peux me permettre, ça peut vraiment être une aide très efficace. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, finalement, c'est resserrer le masque, qui va entraîner beaucoup d'inconfort. Et même si c'est le premier réflexe qu'on a, je vous invite vraiment à limiter ce serrage intempestif de masque. Alors on va essayer du coup aussi d'adapter les réglages du ventilateur, et ça c'est une compétence médicale. Privilégier les ventilateurs équipés d'un mode VNI, hein, ça a été démontré sur des bancs d'essai. On va limiter vraiment partiellement ou totalement le problème de fuite. D'avoir un réglage qui va être adapté des alarmes pour dépister les fuites excessives,
tout en essayant de ne pas entraîner un alarme fatigue excessif. Selon la conférence de consensus, qui nous recommande aussi d'avoir une surveillance particulière durant la première heure, avec une mesure répétée donc, de la fréquence respiratoire, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de la saturation. Et puis, ils nous disent bien que la surveillance des gaz du sang est requise et est un excellent indicateur prédictif du succès de la technique. Je ne sais pas si vous le saviez, moi ça m'a surpris, en faisant topo, j'ai appris ça. Et je voulais juste vous partager ça avec vous pour vous dire qu'on n'est pas prêt de lâcher nos appareils de VNI. Pour conclure, je dirais que l'AVNI est un soin spécifique et complexe qui va nécessiter différentes compétences théoriques, techniques, relationnelles, psychologiques, que sa pratique nécessite de l'expertise et que la charge de travail pour sa mise en route est un investissement sur le long terme, car une séance qui démarre dans de bonnes conditions est un réel gage de succès.